Alors, je voudrais vous parler un petit peu de mon rapport à la musique et au piano. Je crois qu'une des mes caractéristiques de ma méthode de travail, c'est de ne jamais, de ne pas jouer sur une note, de jouer toujours un ensemble de notes. Que je fasse comme ça. En fin de compte, c'est tous mes doigts qui interviennent. Je ne joue pas, je ne fais pas ça. C'est extrêmement rare que je fasse ça. Ou alors je fais carrément. Donc finalement, je ne veux pas dépendre d'une seule note. Je joue toujours sur un groupe de notes et je capte les sonorités liées à ce groupe de notes par des mouvements. Et donc, je joue donc sur un champ très court, très réduit, très restreint. Et là, je capte la note qui m'intéresse, voyez-vous. Donc, je fais une espèce d'exploration de tonalité avec ma main, donc qui doit faire des vibrations sur un ensemble de notes. Et à un moment donné, je dis, tiens, là, c'est la note qui m'intéresse. Et ça, je le fais dans l'improvisation. Il faudrait filmer mon jeu de main parce qu'effectivement, il y a des variations. Moi, je travaille sur des variations des doigts. C'est-à-dire que je garde la main comme ça, et je prends des angles différents. Je bascule légèrement sur la gauche, légèrement sur la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Et je suis en recherche de la sonorité qui correspond à ma musique, si vous voulez, qui me parle. Et donc, je fais une sorte d'exploration sonore avec la main en faisant varier les approches, les angles, avec beaucoup d'économie et en un temps évidemment extrêmement court. Et à un moment donné, toc, je capte un passage qui est intéressant et là je le reprends et je le développe. On a souvent l'impression que je fais très peu de mouvements. On a l'impression que je reste toujours, je n'utilise très peu le clavier, que je reste toujours sur les mêmes points, parce qu'effectivement, dans une petite unité pianistique, j'ai beaucoup de choses qui se présentent, voyez-vous. Je peux attaquer sur différents angles, et qui fait que finalement j'ai une sorte de petit clavier qui se retrouve à l'échelle de la main. Hein, alors que d'autres ont besoin de jouer sur beaucoup plus que ça. Et donc finalement, quand on me voit jouer, on a l'impression que je joue pas, en fait, quasiment. Je pourrais rester, par exemple, avec 5-6 cm à droite, 5-6 cm à gauche, et ça me suffirait pour faire ma musique, en fait. Hein. Parce que j'ai la possibilité d'attaquer d'une façon ou d'une manière, par le bas, par le haut, etc. Mais en restant toujours sur un périmètre extrêmement réduit. Alors, je pense qu'on a là une nouvelle méthode d'approche du piano, sans parler bien entendu de la question du sifflement dont j'ai déjà parlé par ailleurs, qui fait qu'à un moment donné, je vais lancer des sifflements qui vont faire duo avec le piano,
Alors j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir arriver à siffler en même temps que le piano. Parfois c'est pas évident parce que le sifflement c'est pas comme le piano, c'est quelque chose qui est encore plus organique et parfois ben, ça dépend un peu de ce qu'on a dans le ventre, etc. Et donc il y a toujours une incertitude sur le sifflement qui est probablement encore plus grande que celle qu'on peut avoir en jouant. Cela dit, il est évident que pour jouer du piano comme je le fais, il faut avoir le cœur assez solide. Donc si on est fatigué, si on n'est pas en forme, eh bien c'est tout le travail musical qui va s'en ressentir. Vous avez remarqué là aussi, en appuyant plus ou moins, bon c'est une maladie que je dis, mais enfin, en appuyant plus ou moins fort, en variant la pression, évidemment, on crée aussi une rythmique particulière. Le grand problème du piano, c'est qu'on ne voit pas le jeu. Autant au violon, on voit plus ou moins. Au piano, on ne voit pas le jeu. Il faut être tout près de. C'est pour ça que les pianos, on devrait avoir des gens autour de soi quand on joue du piano. Il ne faut pas avoir des gens qui sont à 300 mètres, ou alors on filme, etc. Mais en fin de compte, il faudrait quasiment que les gens soient debout autour de soi et qu'ils nous voient jouer. Parce que s'ils sont assis de loin, ils ne voient pas grand-chose. Or, bon, vous savez, c'est important, c'est d'écouter. Mais je pense qu'il y a une esthétique, il y a une chorégraphie musicale de l'interprétation, et notamment encore plus de l'improvisation, que l'on ne saurait, ignorer. Donc il faut que chaque main embrasse un maximum de sonorité, tout le temps dans un minimum de temps et dans un minimum d'espace. Donc il faut générer de la variété au sein de cet espace-temps très réduit, parce que c'est de là, c'est la matière musicale qui ensuite va être développée éventuellement.
variation. C'est-à-dire qu'à la limite, mes doigts, on multiplie le nombre de contacts de façon considérable, et il faut retenir l'angle, un des angles, parce qu'en fait, il y a un nombre infini d'angles. L'un des angles qui a déterminé le facteur musical qui intéresse, et il faut être capable d'y revenir. Ce que j'appelle une mémoire cinétique. Il ne s'agit pas tellement de regarder où on a mis ses doigts, il s'agit de se souvenir du mouvement, en quelque sorte. Il faut être capable de revenir, de refaire le même processus qui a généré telle sonorité et pouvoir le reproduire. Et ça, c'est pas une question. Enfin, je veux dire, il y a un problème de mémoire. Je ne sais pas si on va parler de mémoire. Moi, par exemple, je peux jouer, par exemple, dans l'obscurité. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de regarder le clavier. Même les jeux bandés, je pourrais très bien jouer les jeux bandés, ça ne poserait aucun problème. Alors, par exemple, je vais faire une expérience. Là, je vais bander les yeux. Et vous allez voir que ça ne fait pas de différence. Se mettre les bandeaux sur les oreilles. Hein, cela dit, on peut penser éventuellement qu'il y a un processus subconscient qui fait que même si on ne regarde pas, peut-être que nos yeux regardent quand même. Hein. Bon, ça, je m'intéresse beaucoup à cette question de la subconscience. Il y a des choses qui se font à notre insu. Alors, une question que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo, pas forcément sur la musique, c'est la question de savoir si, quand on joue, comme je le fais, on essaie d'exprimer quelque chose ou pas. Est-ce qu'on est simplement dans la construction d'un objet esthétique qui a une forme particulière, mais est-ce qu'on y met quelque chose, est-ce qu'on y met de l'affect ou pas? Et sur ce point, je reconnais que j'ai des doutes. Et je crois que c'est ce qui distingue le compositeur et l'improvisateur de l'interprète. L'interprète, lui, il donne du sens à la musique qu'il interprète, parce que c'est pas lui qui l'a produite, cette musique. Donc il est plus dans le signifiant, il est dans le signifié. Hein, c'est-à-dire qu'il est déjà, il va déjà interpréter, non seulement interpréter le signifiant, c'est-à-dire qu'il va lui donner du sens, il va définir ce qu'il ressent par rapport à ça. Moi, je suis plus en amont. Je dirais, à la limite, je suis plus un grossiste qu'un détaillant, ce qui est d'ailleurs le propre du compositeur. Parce que la même musique va être reçue diversement par différents interprètes. Et donc, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, que les interprètes disent qu'ils participent à l'acte créateur d'une certaine manière, parce qu'effectivement, l'acte créateur qui est le mien, il se situe en amont. Et il est simplement
un peu de l'ordre du potier, hein, qui fait des formes, qui fait des contenants, mais c'est à d'autres personnes de remplir, d'y mettre quelque chose, d'y mettre du leur. Et donc, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de faire des objets sonores qui, d'abord, qui ont leur personnalité, qui sont reconnaissables, qui sont identifiables. Pour qu'un objet fasse sens, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'il se distingue. Mais ce qu'on va faire ensuite de cet objet, c'est autre chose. De même que, par exemple, pour prendre un exemple trivial, on distingue les hommes et les femmes. Ce sont donc des signifiants. Maintenant, ce qu'on leur attribue, les rôles qu'on leur attribue, les fonctions qu'on leur attribue, ce sont des signifiés. C'est-à-dire le grand débat là-dessus. Le grand débat, c'est, oui, c'est vrai que ça existe, il y a une différence des objets, mais est-ce que cette différence, il faut dire compte ou pas? Est-ce que le fait de voir que quelqu'un est rouge ou noir, est-ce que c'est important ou pas? Ce sont des signifiants. Alors le rôle du signifié, c'est éventuellement de dire non, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire de relier entre eux des objets qui sont séparés, qui sont différents, et de décider que finalement on leur attribuera les mêmes fonctions, les mêmes attributions. C'est une vision des choses. Donc je dirais que d'une certaine façon, je ne mets pas d'affect dans ma création musicale. Parenthèse amusante, sur ce piano, par exemple, il y a des touches qui manquent, il y a des cordes qui manquent. Et donc, d'où l'importance de jouer avec une main et de ne pas se focaliser sur une seule note, parce que justement, ça peut être une note qui ne marche pas. Et donc, finalement, quand on a des notes qui ne marchent pas, en travaillant comme ça, sur une main comme ça, eh ben, on neutralise le problème qu'il pourrait y avoir à jouer sur une note qui ne fonctionne pas. Et tout ça, ça va tellement vite que c'est complètement neutralisé par la dynamique globale. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont fait remarquer, et je conclurai là-dessus, que je ne sais pas pourquoi, il semblerait que je produise avec le piano un effet assez métallique. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent, mais sur quoi vous jouez? Ça ressemble un peu à un clavecin, enfin, d'un côté. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que je me trompe. Enfin, j'ai souvent des échos comme ça. Je me dis, mais est-ce que c'est un piano? Ou est-ce que vous jouez vraiment sur du piano? Ou est-ce que c'est autre chose? Parfois, d'ailleurs, ils se demandent s'il n'y a pas plusieurs instruments. C'est un autre problème encore. Mais là, je crois que moi, j'ai besoin, quand je produis une musique, de me reconnaître dans cette musique. Enfin, de reconnaître ma musique, mon style musical. J'ai besoin que, quelque part, tout en créant des choses un peu nouvelles, différentes, quelque part, je me dis, c'est ça. Je suis toujours dans le même style, dans le même genre de musique. Et quelque part, il y a des similitudes, des consonances entre tous les morceaux musicaux que je produis.
compose simultanément, pas nécessairement toujours, mais je peux composer simultanément pour les deux mains. Et donc, quelque part, là, donc, je fais un travail non pas seulement sur une seule main, mais sur les deux mains à la fois. Et donc, c'est un exercice encore plus complexe, encore plus subtil. Alors, pour nous résumer, je dirais que si je devais former des élèves, je leur apprendrais donc à hypersensibiliser leurs mains et à demander à chaque centimètre de ses doigts, en quelque sorte, de capter des informations spécifiques. C'est-à-dire essayer comme ça, très très rapidement, depuis comme de toutes les inclinaisons possibles, depuis taper comme ça par ici, ou bien taper comme ça, sur la gauche, sur la droite, il faut que la main soit un réservoir de sensations et d'informations considérable, et je dirais que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Ma main, c'est mon cerveau en quelque sorte. C'est là que je capte toutes les informations nécessaires. Et c'est totalement différent de l'interprète, parce que l'interprète, bien sûr, il se sert de ses mains, ça va de soi, en tout cas pour le piano, et dans la plupart des instruments d'ailleurs, mais il ne reçoit pas d'informations spécifiques de ses mains. C'est plutôt lui qui donne des informations à ses mains, qui donne des ordres à ses mains. Donc ce n'est pas la même démarche. Je dirais donc que l'activité créatrice, au niveau pianistique notamment, exige une hypersensibilité des mains, des doigts, du poignet, tous les angles. C'est-à-dire que cette main doit être une mine d'informations dans laquelle je vais puiser, et si je n'ai pas une main qui me donne une immense quantité d'informations, mais cette information, c'est pas seulement comme ça, cette main, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se déplace, et il faut qu'elle se absorbe. Mais, alors, bon, je terminerai aussi sur l'idée que, éventuellement, on n'aura peut-être pas besoin du piano pour composer. Hein. On peut très bien... par exemple, souvent, quand je n'ai pas de piano, je joue comme ça sur un morceau de bois. C'est pour ça que j'ai qualifié les quelques dizaines de différentes pièces que j'ai fait récemment, je les ai appelées des percussions. Percussions PWW, parce que ces percussions qui englobent le piano, le wrist, c'est-à-dire le poignet, mais en fin de compte la main, W, R-I-S-T, et le whistle, c'est-à-dire le sifflement, et donc la bouche.